Assis dans cette Mercedes noire au sous-sol glacé de l'hôpital Pompidou, Jean-Luc n'arrivait pas à démarrer. La voiture impeccable sentait le cuir neuf, une odeur qui d'habitude l'apaisait, mais ce soir, elle ne faisait qu'accentuer le vide. Il n'avait pas mis de musique, n'avait pas passé un seul appel. Juste là, les mains serrées sur le volant, fixant le mur de béton sel. Dehors, il pleuvait, une pluie fine et persistante qui battait sur le pavé comme des larmes forcées, inutiles. Julien, son frère, avait 14 ans ce jour-là. Jean-Luc en avait 19. Leur père était revenu à la maison dans un sac, 2 balles en pleine poitrine, un cadeau de Georges Leclerc. Julien n'avait pas pleuré. Pas une larme. Ni ce jour-là, ni aux funérailles, ni quand leur mère était morte de chagrin 1 an plus tard. Son corps frêle, ravagé par le chagrin et la maladie. Leur père leur avait appris ça. Les frères Moreau ne pleuraient pas. Jamais. C'était une règle tacite, inscrite dans leur sang, plus solide que n'importe quel contrat. Et voilà que Jean-Luc venait de signer des papiers pour la mort de son propre frère, et ses yeux restaient secs. C'était ça le pire, cette absence de larmes, cette sécheresse intérieure qui lui collait à l'âme, le rendant plus amer qu'aucun acte qu'il ait commis dans sa vie. Il se détestait pour ça, pour la facilité avec laquelle il avait pu mettre la raison avant le cœur. 20 minutes passèrent, ou peut-être plus, le temps s'étirait, visqueux. Enfin, il tourna la clé, le moteur ronronna. Il partit pour leur restaurant privé dans le Marais. 4 de leurs hommes de main, les plus importants, l'attendaient déjà, assis autour de la table ronde cachée derrière les cuisines, l'air grave et impatient. La réunion fut rapide, clinique, sans chaleur. Chaque mot pesait son poids d'or, chaque silence était une menace. Julien ne survivrait pas, dit-il. Le docteur Cécile Bernard avait été catégorique, ses organes lâchaient, et même un miracle ne ramènerait qu'une coquille vide de l'homme qu'il avait été. L'Empire avait besoin d'une nouvelle tête, et la transition devait se faire sans heurts, sans vacillement, avant que Georges Leclerc ne se jette sur la charogne. 2 hommes acquiescèrent aussitôt, le regard déjà ailleurs, sur l'avenir, sur le pouvoir qui était à prendre. Le 3e demanda qui prendrait les rênes, et son regard, un mélange complexe d'ambition et d'espoir mal dissimulé, se posant sur Jean-Luc. Mais Pierre, qui était resté silencieux jusque-là dans son coin, se leva d'un bond, le visage tordu par la colère. Il était resté 3 semaines devant cette chambre, un cerbère fidèle, et il n'avait pas supporté que l'on parle de la succession de Julien de son vivant. Sa voix claqua dans la pièce, un coup de feu sec. « Mon patron n'est pas encore mort, il reste 72 heures. Ceux qui veulent parler de remplacer Julien Moreau pendant qu'il respire encore, qu'ils me le disent en face d'abord. » Un silence épais tomba sur la pièce. Jean-Luc regarda Pierre, ses propres tripes nouées, mais il ne montra rien. La loyauté était admirable, oui. Il le savait mieux que personne. Pierre était une énigme dans leur monde, une pureté brute. Mais la réalité était la réalité. Il reprit la réunion comme si Pierre n'avait jamais existé, comme si ce coup de colère n'était qu'un bruit de fond. Pierre sortit, cognant le mur du couloir à coups de poing, jusqu'à ce que ses phalanges saignent. La douleur était une compagne familière, préférable à l'impuissance qui le rongeait. Il remonta dans sa voiture, son vieux break qu'il avait depuis des années, pas une Mercedes clinquante. Il conduisit jusqu'à l'hôpital Pompidou. Il ne savait pas où aller d'autre. Il n'y avait que là qu'il se sentait encore à sa place, sur le seuil de l'homme qu'il avait toujours servi. Quand il sortit de l'ascenseur à l'étage des services privés, il le vit immédiatement. Une immense couronne mortuaire de lit blanc trônait devant la chambre 1847. Une petite carte calligraphiée en lettres élégantes offrait les plus sincères condoléances de Georges Leclerc. Julien n'était pas mort. Pas encore. Mais Leclerc avait déjà envoyé les fleurs de deuil. Pas par erreur, non. C'était une déclaration de guerre, une gifle assénée à toute la famille Moreau. Une façon de dire qu'à ses yeux, Julien était déjà parti
et que personne ne pouvait rien y changer. Pierre fixa la couronne, le temps suspendu pendant 3 longues secondes, puis il la souleva d'une main, traversa le couloir et la jeta dans une poubelle en acier inoxydable avec un fracas qui résonna dans le silence. Les 2 gardes, postés devant la porte, le regardèrent, mais ne dirent rien. Des pétales de lys blanc s'éparpillèrent sur le sol, une neige hors saison. Pierre resta là, au milieu des pétales tombés, respirant difficilement, le souffle court. Il se demandait s'il montait la garde devant un homme vivant ou mort, tandis que le monde souterrain de Paris réagissait à la couronne de Leclerc et à la réunion de transfert de pouvoir, pouvoir, loin de là, dans le restaurant du Marais. Je ne sais plus où tout a commencé. C'était il y a un peu plus de 3 semaines, peut-être même 4. Mon planning était un bordel total à cette époque, avec 3 boulots pour garder la tête hors de l'eau. J'étais femme de ménage à l'hôpital Pompidou. Je faisais le ménage de nuit, mais aussi le matin parfois. Puis une après-midi à la laverie. Puis des bureaux le soir. Non, attendez. Ça, c'était de la routine avant que tout bascule. Au début, quand j'ai commencé à m'occuper de la chambre 1847, celle de Julien, je ne savais même pas qui il était, ce grand corps inerte sous les draps blancs. On me l'avait juste assigné. Un patient en soins intensifs privés, avait dit la chef de service, le ton las. Et personne n'avait besoin de m'expliquer que privé voulait dire riche et important. Chaque soir, je poussais mon chariot dans le couloir immaculé du service VIP, là où tout sentait un peu trop le propre, un peu trop la mort masquée par des fleurs fraîches. La chambre 1847 était la dernière au bout, avec une vue incroyable sur la scène que je n'avais jamais vraiment le temps de regarder. Les gardes, 2 gorilles silencieux, étaient toujours là, postés comme des statues. Au début, ils me jetaient des regards méfiants. Puis, ils ont compris que j'étais juste la Marie du ménage, la petite souris inoffensive. Ce Julien Moreau était là, immobile. 3 balles l'avaient traversé il y a 3 semaines, à la sortie de son restaurant près de Saint-Germain-des-Prés, me l'avait confié l'infirmière Marguerite, le visage fermé. Plus aucune activité cérébrale, disaient les machines avec leur bip lancinant, ce compte à rebours que tout le monde entendait. Ses organes commençaient à lâcher. Son frère, Jean-Luc, avait déjà signé les papiers pour débrancher les machines dans 72 heures. Le monde de Paris, celui qui ne se montre pas sur les cartes postales, tournait autour de lui comme des charognards. Ses ennemis se partageaient déjà ses territoires. Et personne, absolument personne qui visitait cette chambre ne le faisait par amour, juste par peur ou par calcul. Mais moi, Marie Dubois, 27 ans, mère célibataire avec une montagne de dettes, je faisais quelque chose que personne d'autre ne faisait. Je lui parlais. Pas parce que je savais qu'il était un caïd milliardaire. Non, je n'en avais aucune idée d'ailleurs. Et surtout, pas parce que je voulais quoi que ce soit de lui. Juste parce que ma grand-mère, Dieu et son âme, m'avait enseigné une vieille prière gaélique et une certitude simple. L'âme peut entendre ce que le corps ne perçoit plus. Ma propre vie était une survie quotidienne. Des cicatrices à mon poignet gauche, le souvenir d'un ex-mari, Fabrice, qui m'avait jeté dans l'escalier alors que j'étais enceinte de 7 mois, une dette de 12 400 € liée à des frais médicaux imprévus. Et Sophie, ma petite fille, ma lumière, mon tout. J'étais à un chèque de salaire de la rue, de l'oubli. J'avais toutes les raisons de baisser la tête, de ne me mêler de rien. Mais non, au lieu de ça, je racontais à cet étranger silencieux les premiers mots de Sophie, la façon dont elle montrait la lune chaque nuit, le lapin en peluche borgne qu'on avait trouvé dans une brocante de la Pitié-Salpêtrière. Et au plus profond de ce brouillard gris et infini qu'était son coma, l'homme le plus dangereux de Paris s'accrochait à ma voix comme un noyé à une corde. Car mes histoires sur Sophie étaient les seuls points de lumière qui empêchaient son esprit de sombrer pour toujours. Parfois, la nuit, quand le silence de notre petit studio du 5e étage
dans un immeuble fatigué du 19e arrondissement, était si lourd qu'il semblait vouloir m'écraser. Je pensais à ma mère, Mary Dubois. Elle était la seule personne au monde à m'avoir dit que je méritais d'être aimé. Elle est partie quand j'avais 17 ans, d'un cancer du sein, sur le lit d'hôpital le moins cher que l'assurance pouvait couvrir, dans une chambre partagée avec 3 autres patientes. La dernière chose qu'elle a faite, c'est de me tenir la main et de me murmurer une prière gaélique que sa propre mère lui avait transmise. Elle m'a dit de la retenir, qu'un jour j'en aurais besoin plus que de tout au monde. Mon père, Patrick, lui, je ne m'en souvenais que par l'odeur du whisky bon marché et le bruit d'une porte qui claque à minuit. Il est parti quand j'avais 9 ans, ne laissant derrière lui que des factures impayées et une fille qui avait appris que les hommes partent. Toujours. La famille en Bretagne, les cousins éloignés que ma mère appelait chaque Noël, a coupé les ponts après son décès. Non pas par cruauté, mais parce que la pauvreté des 2 côtés de la Manche ne permettait pas d'entretenir des relations qui n'apportaient aucun bénéfice pratique. À 17 ans, j'étais orpheline de mère, abandonnée par mon père, seule au monde. Alors, quand Fabrice est apparu au petit restaurant où je faisais la plonge, avec son sourire facile et ses mains chaudes qui me tiraient près de lui, j'ai cru que Dieu avait enfin entendu mes prières. Il avait 6 ans de plus que moi. Plombier, il gagnait assez pour louer un 2 pièces dans une banlieue de Paris. Les 6 premiers mois, il était l'homme le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Les 6 suivants, il est devenu un cauchemar. Cela a commencé par des mots, des remarques cinglantes sur ma prétendue stupidité, ma façon de cuisiner, de rire, de respirer. Puis il y a eu la première gifle, qu'il a appelée un accident, et pour laquelle il a pleuré et s'est excusé pendant 2 heures. Puis la seconde, sans excuse. Puis la 3e, la 4e, la 5e, jusqu'à ce que j'arrête de compter et de vouloir compter. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai cru que le bébé changerait Fabrice, comme toutes les femmes désespérées se le racontent. Mais Fabrice n'a pas changé. Il a juste trouvé plus de raisons d'être en colère. Cette nuit-là, j'étais enceinte de 7 mois. Je lui ai dit que je voulais partir, que j'avais peur pour le bébé. Et il m'a poussé. Ce n'était moi sa plus forte poussée. Mais j'étais en haut des escaliers. 12 marches en bois, ça n'a pas besoin de beaucoup de force pour tout détruire. Je suis tombé, mon corps se tordant dans les airs. Mon seul instinct a été de me recroqueviller autour de mon ventre gonflé, les bras serrés, laissant mon dos et mes poignets heurter chaque marche à la place du bébé. Je me suis retrouvé en bas des escaliers, trop mal pour respirer, le sang imbibant mes vêtements, le poignet gauche brisé, déjà gonflé et violet. Fabrice s'est tenu en haut des marches, m'a regardé, puis il est parti, claquant la porte. Je suis resté là, seul sur le sol froid, une main serrant mon ventre, l'autre inerte et cassée à mes côtés. Et j'ai commencé à réciter la prière gaélique que ma mère m'avait apprise, que ma grand-mère lui avait transmise, la répétant encore et encore, jusqu'à ce qu'une voisine entende mes gémissements et appelle une ambulance. Sophie est née 2 mois en avance par césarienne d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pesant moins de 2 kilos. Si petite, elle tenait dans une seule main d'adulte. J'étais allongé sur la table d'opération, fixant le plafond blanc. J'ai demandé à l'infirmière si Fabrice était venu, et elle a secoué la tête, avec ce regard de pitié que je connaissais trop bien. Fabrice n'est pas venu ce jour-là, ni le lendemain, ni jamais. Il a disparu comme mon père avait disparu, ne laissant derrière lui qu'une longue cicatrice sur mon poignet gauche et une petite fille qui a dû rester 3 semaines en couveuse avant d'être assez forte pour rentrer à la maison. Quand j'ai tenu Sophie pour la première fois, elle était si petite que j'avais peur de la casser juste en respirant. Et je lui ai murmuré la prière gaélique, lui disant que tout irait bien, même si je n'en avais aucune idée. À partir de ce jour-là, chaque matin, je me réveillais à 4 heures, nourrissais Sophie, la posais dans son berceau, travaillais tôt à l'hôpital, rentrais la nourrir,
faisait un service l'après-midi à la laverie, rentrait la coucher, puis travaillait de nuit à nettoyer des bureaux. Non pas parce que j'étais courageuse. Je ne me suis jamais vue comme courageuse. J'étais juste forcée de me tenir debout. Parce que si je m'allongeais, Sophie n'aurait personne et je préférais mourir plutôt que de laisser ma fille grandir seule au monde, comme moi. Alors que Marie se levait chaque jour pour sa petite fille dans le monde extérieur, quelque part où personne ne pouvait l'atteindre, Julien Moreau dérivait. Pas comme on flotte sur l'eau ou comme on rêve, mais dérivait dans le néant. Une vaste étendue grise, sans haut ni bas, sans avant ni après, sans douleur, mais sans sensation, sans peur, mais sans paix. Il n'y avait tout simplement rien. Julien ne savait pas depuis combien de temps il était là, ne savait pas qui il était, ne savait pas s'il était vivant ou mort, et la plupart du temps, il s'en fichait, car le néant avait un pouvoir que la violence n'avait jamais eu. Il rendait tout doucement insignifiant, si doucement qu'on ne se donnait même pas la peine de résister. Parfois, des sons perçaient le brouillard, mais la plupart étaient vides et froids. La voix d'une femme prononçait des mots que Julien ne comprenait pas, quelque chose sur l'activité cérébrale, la fonction du tronc cérébral et le pronostic. Une voix portant l'odeur de désinfectant et l'impuissance professionnelle de quelqu'un habitué à voir des patients mourir. La voix d'un homme que Julien sentait familier, mais ne pouvait situer, parlait de transition et d'échéance et de décision. Des mots tranchants comme des couteaux coupant la brume avant de disparaître sans laisser de traces. La voix d'un autre homme, plus jeune, lourd de culpabilité et de colère, disait « Patron, s'il vous plaît, réveillez-vous ». Disait qu'il ne pouvait pas tout gérer seul, disait qu'il était désolé de ne pas avoir été assez rapide. Et cette voix rendait Julien plus lourd, comme si quelqu'un le tirait plus profondément au lieu de le remonter. Puis il y avait une quatrième voix. Celle-ci était différente de toutes les autres. Elle ne portait ni termes médicaux, ni calculs stratégiques, ni culpabilité ou regret. Cette voix racontait des histoires. Elle parlait d'une petite fille qui avait appris un nouveau mot aujourd'hui. Le mot était « Luna », et l'enfant montrait le ciel et riait. Julien ne savait pas ce qu'était Luna, mais la façon dont la voix formait le mot lui faisait sentir que ça devait être quelque chose de beau. Elle parlait d'un lapin en peluche borgne que l'enfant serrait contre elle pour dormir chaque nuit. De la façon dont la petite tenait la main de sa mère dans la rue et montrait tout du doigt, demandant « C'est quoi ?» Encore et encore sans s'arrêter. Parfois, la voix parlait de choses tristes, d'épuisement, de peur, de longues nuits blanches. Mais même dans la tristesse, la voix portait quelque chose que Julien ne trouvait dans aucun autre son. De la chaleur, une vraie chaleur. Pas la chaleur de la flatterie ou de la loyauté obligatoire ou de l'affection conditionnelle, mais la chaleur de quelqu'un qui lui parlait sans autre raison que de croire qu'il méritait d'entendre une voix gentille. Julien ne savait pas à qui appartenait la voix, ne savait pas à quoi elle ressemblait, ne savait pas ce qu'elle était pour lui. Mais chaque fois qu'elle apparaissait, le brouillard gris semblait s'éclaircir un peu. Et chaque fois qu'elle s'estompait, l'obscurité devenait plus lourde, et Julien dérivait plus loin, dans le néant où tout était insignifiant. Cette voix était le seul fil que Julien tenait encore, et il s'y accrochait avec l'instinct le plus profond qui lui restait, l'instinct que même un coma ne pouvait effacer, l'instinct de quelqu'un sur le point de se noyer, qui sait que s'il lâche prise, il n'y aura plus jamais de seconde chance. Moment, là, je dois faire une pause, briser un peu la bulle de mon récit. Tout ça, la situation, les menaces, la peur, le fait que je me retrouvais à parler à un homme dans le coma, c'était d'une absurdité totale, non? Je veux dire, on est à Paris, en plein 21e siècle, et je suis là, une femme de ménage paumée, à raconter ma vie à un inconnu, qui est peut-être un gangster endormi. Ça dépasse l'entendement, quand j'y pense après coup. Dans ma tête, il y a une petite voix qui crie « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a aucun sens! »
La logique me dit de courir, de me cacher, de m'occuper de mes propres problèmes. Mais quelque chose m'empêchait de m'éloigner. C'était trop bizarre, trop inattendu, pour être juste une coïncidence. Est-ce que vous croyez au destin, vous? Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu niais, un peu facile. Mais là, l'idée de ce lien invisible, dont ma mère et ma grand-mère parlaient, commençait à résonner étrangement en moi. Peut-être que le monde n'est pas fait que de ce qu'on voit. Peut-être qu'il y a des fils invisibles qui nous lient à des gens qu'on ne devrait même pas croiser. C'est fou, n'est-ce que pas? En tout cas, ça, c'est ce que je me disais, ou plutôt ce que mon cœur, ou quelque chose d'autre, me murmurait. Mon cerveau, lui, était en surchauffe. Bref, revenons à la catastrophe. Ce soir-là, Marie arriva à l'hôpital pour son service, comme chaque nuit, poussant son chariot d'agent d'entretien dans le couloir du service privé. Et avant qu'elle ne puisse tourner vers la chambre 1847, l'infirmière Marguerite sortit du poste de soins et l'arrêta. Marguerite était une femme d'âge mûr aux cheveux argentés, qui portait toujours des bonbons à la menthe dans sa poche et qui, parfois, glissait discrètement à Marie une brique de lait de la cafétéria du personnel sans dire un mot. Le genre de gentillesse silencieuse qui vient du fait de travailler assez longtemps dans un hôpital pour comprendre que parfois, une brique de lait gratuite compte plus que n'importe quel discours réconfortant. Mais ce soir, Marguerite n'avait ni bonbons à la menthe, ni lait. Elle avait de mauvaises nouvelles, et elle tira Marie à part dans un coin du couloir et lui dit aussi gentiment que possible que la famille avait décidé que, dans 72 heures, il retirerait le tube respiratoire du patient de la chambre 1847. Et Marguerite pensa que Marie devrait le savoir, car elle l'avait vu parler au patient chaque nuit depuis 3 semaines. Marie resta là, ses mains toujours posées sur le manche du chariot, et elle pleura, pas en sanglotant, sans faire de bruit, juste des larmes qui coulaient sur ses joues qu'elle ne prenait pas la peine d'essuyer. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. Elle ne connaissait pas le vrai nom de l'homme avant la 2e semaine. Quand elle l'avait lu sur le tableau au pied du lit, elle ne savait pas ce qu'il faisait, où il vivait, s'il avait une vraie famille ou des amis. Elle savait seulement que pendant 3 semaines, elle lui avait raconté tout ce qu'elle ne disait jamais à personne d'autre. Sur Sophie, sur la peur, sur les longues nuits, sur la petite et fragile espérance qu'elle cachait dans sa poitrine, comme si la prononcer à voix haute la ferait disparaître. Et maintenant, la seule personne au monde qui savait tout ça était sur le point de partir. Marie essuya ses yeux avec sa manche et demanda à Marguerite si elle pouvait aller dans la chambre une dernière fois, juste quelques minutes. Marguerite hocha la tête et se détourna pour que Marie n'ait pas honte de ses larmes. Marie entra dans la chambre 1847, laissa le chariot dans le couloir, et pour la première fois, elle ne nettoya pas, n'essuya pas les surfaces, ne changea pas le sac poubelle. Elle tira simplement la chaise en plastique blanc près du lit et s'assit. La chambre était la même que chaque nuit, le bip régulier des machines, l'éclairage doux, l'odeur de désinfectant mêlée à celle du linge propre. Les 2 gardes dehors ne lui prêtaient aucune attention. Ils étaient habitués à la petite femme de ménage poussant son chariot dans la chambre chaque nuit et le ramenant discrètement dehors. Marie étudia le visage de Julien, le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'elle nettoyait cette pièce. Il avait 36 ans, mais les rides autour de ses yeux étaient celles d'un homme d'une 50aine d'années. Et sur sa joue gauche, il y avait une cicatrice légère d'environ 2 doigts de long qui venait probablement d'un couteau. Et sur son cou, une autre cicatrice, plus petite et plus ronde, dont elle ne voulait pas deviner l'origine. Mais sous ces cicatrices, sous les angles durs de sa mâchoire et de ses sourcils, Marie vit un visage fatigué, usé jusqu'à l'os. Le genre d'épuisement qui ne venait pas de 3 semaines de coma, mais d'une vie sans repos. Le genre d'épuisement qu'elle voyait chaque matin dans le miroir en se regardant. Et elle pensa que peut-être, avant de se retrouver dans ce lit d'hôpital, cet homme n'avait jamais vraiment vécu non plus. Qu'il n'avait fait que survivre au jour le jour. Sauf qu'il survivait dans un penthouse et elle dans un studio du 19e.
Mais la solitude ne se souciait pas des codes postaux. Marie se pencha plus près et commença à parler. Sa voix était un murmure, juste assez fort pour qu'elle seule puisse l'entendre. Elle dit qu'elle était désolée. Désolée que personne ne puisse le sauver. Désolée que ce monde traite les gens comme s'ils n'avaient d'importance que tant qu'ils étaient utiles. Elle lui parla du fil invisible, la chose que sa grand-mère avait enseignée à sa mère et sa mère à elle, que chaque âme dans le monde est connectée par des fils que l'œil ne peut pas voir. Et quand une personne tire doucement un fil quelque part, une autre personne le sent. Et elle dit qu'elle avait tiré ce fil pendant 3 semaines maintenant, et elle ne savait pas s'il pouvait le sentir, mais elle espérait que oui. Puis Marie posa sa main sur le front de Julien, ferma les yeux, et murmura la prière gaélique transmise de sa grand-mère à sa mère, et de sa mère à elle. Des syllabes anciennes s'écoulaient doucement dans la pièce silencieuse, comme si elles appartenaient là, comme si elles avaient attendu ce moment précis à travers les générations pour être prononcées. Elle tint la main de Julien une dernière fois, sa main rugueuse et abîmée enveloppant la sienne, plus grande et plus chaude, et elle la tint longtemps avant de lâcher prise. Elle se leva, remit la chaise à sa place et sortit de la pièce sans regarder en arrière, car elle savait que si elle le faisait, elle n'aurait pas la force de partir. Marie ouvrit la porte du studio au 5e étage de l'immeuble du 19e, juste avant minuit. Elle alluma la lumière fluorescente et l'ampoule clignota 3 fois avant de rester allumée, une lueur pâle et blanche qui rendait tout dans la pièce plus triste que ce que c'était déjà, et la réalité était déjà bien assez triste. Elle posa ses clés sur la petite table en aggloméré près de la porte, une de ses pattes calée par un vieux bottin. Elle retira ses baskets usées et entra dans la cuisine pour ouvrir le réfrigérateur. À l'intérieur, un demi-litre de lait près d'expirer, un morceau de fromage emballé dans du papier aluminium, 3 œufs et une carafe d'eau filtrée. Elle referma doucement le frigo, comme si le claquer plus fort ferait disparaître le peu qu'il contenait. Près du lit, Sophie était assise par terre au milieu d'un tas d'oreillers et de couvertures, serrant le lapin en peluche borgne dans ses bras, ses grands yeux ronds observant sa mère entrer. Madame Dubois, ma voisine d'en face, était rentrée chez elle vers 9 heures, après avoir donné à Sophie un dîner de riz blanc et d'œufs frits. Et depuis, Sophie avait attendu seule dans l'appartement fermé à clé, sans pleurer, car elle en avait l'habitude. Pas encore 2 ans et déjà accoutumée à l'attente, à sa mère qui partait toujours et revenait toujours. Et savoir que sa mère reviendrait était suffisant. Marie s'assit par terre à côté d'elle. Sophie pencha la tête et la regarda avec des yeux trop vieux pour son âge et demanda d'une petite voix claire, « Maman triste? » Marie tenta de sourire et dit, « Non, maman est juste fatiguée. » Mais ses yeux étaient encore rouges d'avoir quitté la chambre et elle savait qu'elle ne trompait personne, pas même un enfant de pas encore 2 ans. Son téléphone vibra dans sa poche. Marie le sortit et sentit le sang dans ses veines se glacer. Fabrice Bertrand, 2 ans sans un signe. 2 ans à commencer doucement à croire qu'il était vraiment parti. Et maintenant, son nom apparaissait sur l'écran fissuré de son téléphone comme un fantôme d'un cauchemar dont elle pensait s'être réveillée. Le message était court, froid et calculé au mot près. Il disait qu'il avait parlé à un avocat, qu'il allait demander la garde, parce qu'il avait entendu dire qu'elle laissait de l'enfant seul la nuit pour aller travailler, et que c'était une raison pour que le tribunal reconsidère, et que si elle voulait régler ça tranquillement, elle devrait le rappeler. Marie savait que Fabrice avait un casier pour violence domestique, savait qu'avec ce casier, presque aucun tribunal à Paris ne lui accorderait la garde, savait que ce n'était rien de plus qu'une basse extorsion de la part d'un lâche. Mais Marie savait aussi autre chose que Fabrice savait mieux que quiconque. Pour répondre à un procès, elle avait besoin d'un avocat. Et les avocats spécialisés dans le droit de la famille à Paris coûtaient d'entre 300 et 500 euros de l'heure. Et même si elle gagnait, les frais de justice s'élèveraient quand même entre 5 000 et 10 000 euros qu'elle n'avait jamais eu
et n'avait aucune idée de quand elle les aurait. Fabrice ne voulait pas de Sophie. Fabrice n'avait jamais voulu de Sophie. Il voulait de l'argent ou du pouvoir, ou voir Marie avoir peur, ou les trois à la fois. Et le pire, c'est que ça marchait. Marie resta assise par terre, fixant le message jusqu'à ce que les lettres se brouillent de larmes. Puis elle le supprima avec des doigts tremblants, comme si l'effacer le rendrait irréel. Elle posa le téléphone face contre terre et serra Sophie dans ses bras, la tenant fort. L'enfant ne comprenait pas ce qui se passait, mais les instincts d'un enfant élevé dans l'instabilité firent que Sophie se tut et serra sa mère en retour de ses deux petits bras, une main toujours agrippée à l'oreille du lapin en peluche-borgne. Marie pleura sans un bruit, le genre de pleurs qu'elle avait maîtrisé après des années de pratique. Les épaules secouées, le souffle coupé, mais pas un seul bruit ne s'échappait, car elle ne voulait pas que Sophie l'entende. Assise là, sur le sol froid de son studio, sa fille dans les bras, elle repensa aux 12 400 € de dette hospitalière remontant à 2 mois, quand Sophie avait été admise pour une pneumonie à la Pitié-Salpêtrière. 3 nuits aux urgences pédiatriques, perfusion, antibiotiques, radiographie thoracique, et quand la facture était arrivée, Marie avait failli s'évanouir. La Sécurité sociale avait refusé une grande partie des frais à cause d'une erreur administrative, une seule case qu'elle avait oublié de cocher sur le formulaire de renouvellement, une petite erreur stupide qu'elle n'avait pas eu le temps de rectifier. Car ce jour-là, elle courait entre 3 emplois et nourrissait Sophie dans un bus. Et maintenant, cette erreur s'était transformée en 12 400 € de dette, avec une agence de recouvrement qui appelait chaque semaine de la même voix polie et robotique. Marie serra Sophie plus fort et ferma les yeux, et elle sentit le bord de l'abîme juste sous ses pieds, pas un bord métaphorique, mais un vrai, celui où une poussée de plus la ferait tomber, et il n'y aurait personne pour la rattraper. Est-ce que j'avais le choix, vraiment? Dans ma vie, chaque décision est une nouvelle étape vers l'abîme, et je dois juste choisir celle qui fait le moins mal. Sophie commença à tousser à 2 heures du matin. Un son sec et râpeux, comme des pierres qui grincent dans sa petite poitrine. Et à 3 heures, son petit corps brûlait si fort que Marie posa une main sur son front et la retira aussitôt. Marie n'avait pas de thermomètre, l'ancien n'avait plus de piles le mois précédent, et elle n'avait pas pu en acheter un nouveau. Mais elle n'avait pas besoin de thermomètre pour savoir que cette fièvre était pire que les autres. Sophie était allongée sur le lit, les yeux fermés, les joues rougies, la sueur imbibant ses cheveux fins, laissant échapper occasionnellement un doux gémissement avant qu'une nouvelle quinte de toux ne la secoue et ne replie son petit corps sur lui-même. Marie courut à la cuisine, ouvrit le robinet d'eau froide, trempa un linge, revint le poser sur le front de sa fille, le retourna, le trempa à nouveau, le reposa, répétant le cycle de 3 heures à 4 heures du matin dans l'appartement silencieux, seulement rompu par la toux de son enfant et l'égouttement de l'eau du linge mouillé. Elle donna à Sophie la moitié de la dernière dose de sirop contre la fièvre pour enfants qu'il restait dans la bouteille, l'inclinant avec précaution pour en récupérer chaque goutte, puis s'assit contre le mur, la tenant et attendant que ça agisse. À 4 heures, la fièvre diminua légèrement, mais la toux ne s'arrêta pas. Marie resta là, regardant le ciel commencer à s'éclaircir à travers la fenêtre sale, tandis que son esprit tournait dans des calculs sans réponse. C'était dimanche. Madame Dubois, la veille, avait dit qu'elle allait à Nanterre rendre visite à sa fille et sa petite-fille, et ne reviendrait pas avant tard le soir. Non, Madame Dubois signifiait personne pour garder Sophie. Marie n'avait pas d'amis proches dans cet immeuble, pas de famille dans cette ville, personne au monde à part la gentille voisine coréenne qui était partie à Nanterre. La clinique gratuite de la rue de Crimée, où Marie emmenait habituellement Sophie quand elle était malade, était fermée le dimanche et ne rouvrirait que le lundi. L'emmener aux urgences signifiait une autre facture qu'elle ne pouvait pas se permettre, s'ajoutant aux 12 400 € qui la broyaient déjà. Le téléphone de Marie vibra à 4h15.
La chef de service de l'hôpital l'appelait, sa voix fatiguée et suppliante, disant que la grippe avait mis hors de combat 3 autres membres de l'équipe de nettoyage de nuit et qu'ils étaient désespérément en sous-effectif, demandant si Marie pouvait prendre le service du dimanche de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Marie dit qu'elle ne pouvait pas, son enfant était malade. La superviseure resta silencieuse une seconde, puis prononça les 2 mots que Marie ne pouvait refuser. Double salaire. Marie ferma les yeux. Un double salaire pour un service de 12 heures, cela signifiait assez pour couvrir le loyer de ce mois-ci, que le propriétaire lui avait déjà rappelé 2 fois. Cela signifiait assez pour acheter des médicaments contre la fièvre et des antibiotiques si Sophie en avait besoin. Cela signifiait garder un toit au-dessus de leur tête pendant 30 jours de plus avant la prochaine crise. Cela signifiait ne pas être jeté dans un hiver parisien avec un enfant fiévreux dans ses bras. Marie ouvrit les yeux et regarda Sophie dormir sur le lit, les joues encore rouges, une main agrippée à l'oreille du lapin en peluche borgne. Sa respiration lourde mais plus régulière maintenant que le médicament avait fait effet. Elle dit à la superviseure qu'elle viendrait. Puis elle resta assise au bord du lit longtemps, regardant sa fille dormir, se détestant pour cette décision, mais sachant que ce n'était pas vraiment une décision du tout. C'était une capitulation devant le genre d'arithmétique que les pauvres sont forcés de résoudre chaque jour. Des équations où chaque réponse est fausse et où l'on ne peut choisir que celle qui l'est le moins. À 5 heures du soir, Marie donna un bain à Sophie dans de l'eau tiède, l'habilla avec le pyjama le plus propre qu'elle possédait, lui donna un peu de sirop contre la toux qu'elle avait trouvé au fond de l'armoire, périmé de 2 mois, mais mieux que rien. Elle enveloppa Sophie dans la couverture la plus épaisse qu'ils avaient, glissa le lapin en peluche borgne dans sa main, lui tira un bonnet en tricot sur la tête et la souleva sur son épaule. Sophie ne pleura pas. Elle posa juste sa tête contre le cou de sa mère et souffla de l'air chaud à travers sa chemise. Et Marie quitta le studio, ferma la porte à clé, descendit 5 étages à pied car l'ascenseur était en panne depuis la semaine précédente, sortit dans la rue, prit un bus dans le froid de février qui leur transperçait le visage et se dirigea vers l'hôpital Pompidou, son enfant malade dans les bras et rien d'autre dans la poche de son manteau que la clé de son appartement et son badge d'employé du service de nettoyage. Marie arriva à l'hôpital à 6 heures du soir, portant Sophie dans ses bras et entrant par la porte du personnel à l'arrière du bâtiment pour éviter d'être vue. Et la première chose qu'elle fit fut d'aller à la salle de repos du personnel au sous-sol, une petite pièce avec 2 bancs en vinyle vert, une vieille table en bois, un micro-ondes et une cafetière que quelqu'un avait préparée lors du service précédent et oublié de vider. Elle étala la couverture qu'elle avait apportée sur le banc contre le mur. Déposa doucement Sophie, cala sa tête sur une veste pliée en guise d'oreiller, glissa le lapin en peluche borgne dans ses bras, puis recula et la regarda. Sophie était recroquevillée sur le banc, si petite que plus de la moitié restait vide, ses joues rougies par la fièvre, sa respiration encore lourde, mais elle s'était endormie dans le bus et ne s'était pas réveillée. Marie prit une profonde inspiration et monta pour pointer. Et à partir de ce moment, la bataille entre la mère et l'agent d'entretien commença. Elle nettoyait les chambres du 3e étage toutes les 15 minutes, posait la serpillière et courait au sous-sol pour vérifier Sophie, puis remontait en courant pour continuer. Elle nettoyait les chambres du 5e étage, 15 minutes de descente, 15 minutes de montée, ses jambes lui faisaient mal à cause des escaliers, mais elle n'osait pas prendre l'ascenseur de peur de croiser une chef de service et de devoir expliquer pourquoi elle était essoufflée et transpirait à travers ses vêtements en plein hiver. Chaque fois qu'elle ouvrait la porte de la salle de repos, elle retenait son souffle jusqu'à ce qu'elle voie Sophie toujours allongée là, toujours en train de respirer, toujours serrant le lapin en peluche. Et chaque fois, elle devait combattre l'instinct de la prendre dans ses bras et de courir à la maison. À 9 heures du soir, Sophie se réveilla et commença à s'agiter.
La fièvre monta de nouveau, son petit visage brûlant, ses yeux vitreux et flous, et elle commença à appeler « maman » d'une voix fragile, le répétant comme une prière où le seul mot qu'elle connaissait était le nom de sa mère. Marie se précipita en bas et la prit dans ses bras, essuya son visage, ses mains et ses pieds avec un linge humide, lui donna de l'eau chaude dans un biberon et resta là, la berçant jusqu'à ce que Sophie se rendorme, puis la reposa et remonta en courant pour continuer le ménage. Une autre femme de ménage de nuit passa devant la salle de repos et vit Sophie, mais ne dit rien, se contenta de regarder Marie avec le regard complice de quelqu'un de la même vie et continua son chemin. Car tout le monde dans l'équipe de nettoyage de nuit portait une histoire similaire. Tout le monde avait un enfant à la maison ou un proche malade qu'il fallait mettre de côté pour venir travailler, et personne n'avait le cœur de juger. À 11 heures du soir, Marie consulta la liste d'attribution des chambres et vit la chambre 1847. Elle resta longtemps à fixer ce numéro, se souvenant que demain soir, quand les 72 heures seraient écoulées, cette chambre serait vide, les draps changés, les machines retirées, et l'homme à qui elle avait parlé pendant 3 semaines ne serait plus là. C'était la dernière fois qu'elle nettoierait cette pièce tant qu'il respirait encore. Elle regarda dans la cage d'escalier vers le sous-sol, pensa à Sophie allongée seule là-bas, avec de la fièvre et son lapin en peluche, et décida qu'elle ne pouvait plus la laisser seule. Pas une minute de plus. Que perdre son travail n'avait pas d'importance. Se faire renvoyer n'avait pas d'importance. Elle n'allait pas laisser sa fille seule dans une froide salle de repos d'hôpital pendant qu'elle passait la serpillière. Marie dévala les escaliers et souleva Sophie, l'enfant brûlante et molle contre son épaule. Puis elle la porta jusqu'au service privé, poussant le chariot d'une main et tenant son enfant de l'autre. Quand elle arriva à la chambre 1847, les 2 gardes de nuit la regardèrent, puis l'enfant sur son épaule. Il avait nettoyé cette chambre toutes les nuits pendant 3 semaines. Ils connaissaient son visage, savaient qu'elle était inoffensive, et le garde le plus âgé jeta un coup d'œil à l'enfant endormi et s'écarta juste assez pour la laisser passer sans dire un mot. Marie entra dans la chambre 1847 pour la dernière fois, et la pièce était la même que chaque nuit. Le bip régulier des machines qui décomptaient le temps qu'il restait à Julien Moreau. La douce lumière ambrée, le silence si profond qu'elle pouvait entendre la respiration lourde de Sophie contre son épaule, se mêlant au rythme des moniteurs comme 2 mélodies dépareillées, jouant accidentellement la même chanson. Marie commença à nettoyer la pièce d'une main, l'autre tenant Sophie contre sa hanche, et elle était habituée à tout faire d'une main depuis la naissance de Sophie. Essuyer les tables ou changer les sacs poubelles n'était donc pas le problème. Mais Sophie en était un. La fièvre rendait l'enfant agité et inconfortable, et elle refusait de rester immobile. Marie tenta de poser Sophie sur la chaise en plastique, mais l'enfant cria dès que son dos toucha la surface froide. Elle cria plus fort quand Marie la plaça sur le canapé des visiteurs et hurla quand Marie essaya de tapisser le sol d'une couverture. Le cri sec et râpeux d'un enfant fiévreux déchirait le silence de la pièce et paniqua Marie. Elle savait que si les gardes l'entendaient, elle aurait des ennuis. Et si une chef de service découvrait qu'elle avait amené un enfant malade dans la chambre d'un patient, elle serait renvoyée sur le champ. Marie se tenait au milieu de la pièce, Sophie pleurant dans ses bras. La sueur lui coulait sur les tempes. Elle cherchait désespérément un endroit, n'importe où, assez chaud et assez doux pour que Sophie s'y installe. Et ses yeux se posèrent sur Julien. Il était allongé sur le lit d'hôpital, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement avec le ventilateur, son grand corps chaud sous les draps blancs. Et Marie savait que c'était la pensée la plus imprudente qu'elle ait jamais eue. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle murmura une excuse et plaça doucement Sophie sur la poitrine de Julien, juste pour se reposer les bras 1 minute. Juste 1 minute pendant qu'elle essuyait la table, et elle la reprendrait aussitôt. Sophie toucha la poitrine de Julien et cessa de pleurer. Pas en se calmant lentement, mais en s'arrêtant instantanément,
comme si un interrupteur avait été actionné. Le cri s'est coupé en plein milieu et fut remplacé par le silence. L'enfant resta là une seconde, puis une autre, puis se recroquevilla lentement comme un chaton cherchant la chaleur, pressant sa joue brûlante de fièvre contre la poitrine de Julien, juste au-dessus de son cœur, ses petites mains agrippant le tissu de sa blouse d'hôpital. Et pour la première fois de la journée, Sophie dormit. Vraiment. Sa respiration ralentissait et se régularisait. Son visage se détendait, la douleur s'estompait, comme si la poitrine de cet homme dans le coma était l'endroit le plus sûr qu'elle n'ait jamais connu. Marie resta figée, craignant de respirer. Elle attendit 10 secondes, 20, puis se pencha pour soulever Sophie. Et au moment où sa main toucha l'enfant, Sophie cria de nouveau, instantanément et par réflexe. Marie la reposa précipitamment sur la poitrine de Julien, et l'enfant se tut, se recroquevilla, agrippa la blouse et continua de dormir. Marie essaya une troisième fois, la souleva, elle pleura, la reposa, le silence. Une quatrième fois, la souleva, elle pleura, la reposa, le silence. Elle n'osa pas essayer une cinquième. Marie tira une chaise près du lit, ses yeux ne quittant jamais Sophie dormant sur la poitrine de Julien, gardant la scène comme un miracle qu'elle ne comprenait pas et n'osait pas croire. Quand elle fut sûre que Sophie dormait profondément et était en sécurité, elle commença à raconter des histoires, comme chaque nuit, sa voix un murmure juste assez fort pour qu'elle s'entende, les racontant aux deux, à l'enfant endormi sur la poitrine et à l'homme qui s'enfonçait dans l'obscurité en dessous. Elle dit que cette journée avait été la pire d'une longue série de mauvaises journées, parla de la fièvre de Sophie, du bus de nuit dans le froid, de l'impuissance à ne pas pouvoir protéger son enfant de choses aussi simples que la maladie et la pauvreté. Puis elle parla de la lune que Sophie montrait chaque nuit sur le chemin du retour, de la façon dont l'enfant disait « Luna » clairement et fièrement, comme si c'était le mot le plus important du monde. Et elle dit que peut-être, pour Sophie, c'était vraiment le cas, car la lune était toujours là. Chaque nuit, elle était là. Elle ne partait jamais. 1 heure passa, puis 2, et Marie resta là à raconter des histoires. Et elle ne le remarqua pas tout de suite, mais quelque chose dans la pièce changeait. Le bip du moniteur cardiaque commença à varier. Non plus le rythme plat et régulier de toutes les autres nuits, mais un peu plus rapide. Juste un peu, puis ralentissant, puis s'accélérant de nouveau comme si le cœur essayait de se souvenir comment battre seul, plutôt que sur commande de la machine. Marie leva les yeux vers le moniteur, pensant d'abord que ses yeux se brouillaient d'épuisement. Mais non, la ligne du rythme cardiaque ondulait différemment, et les chiffres de la tension artérielle grimpaient. Profondément dans le brouillard gris sans fin, Julien sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 semaines. Quelque chose reposait sur sa poitrine, léger, à peine là mais chaud, vraiment chaud. Pas la chaleur vague d'un souvenir ou d'une hallucination, mais une chaleur avec un poids, un rythme, un souffle. Un minuscule battement de cœur palpitait contre lui, 2 fois plus vite que le sien. Rapide et fragile comme les ailes d'un papillon dans sa poitrine, et Julien le sentit à travers chaque couche de coma et de néant. Puis vint l'odeur, lait chaud et talc et sueur d'enfant. Une odeur qu'il n'avait jamais connue, car il n'avait jamais été assez proche d'un enfant pour savoir ce qu'il sentait. Pourtant, l'instinct le plus profond en lui l'a reconnu instantanément. Puis vint la main, une toute petite main agrippant sa blouse avec la prise faible, mais déterminée d'un enfant endormi. Et cette prise tira Julien vers la lumière plus puissamment que n'importe quel médicament ou technologie médicale jamais inventée. Pour la première fois en 3 semaines, Julien non seulement entendit, mais sentit. Non seulement dérivait, mais s'accrochait. Non seulement d'exister dans le néant, mais voulait en sortir. La voix familière était toujours là, parlant de la lune, le tirant plus près, mais c'était la chaleur sur sa poitrine qui le força à choisir entre lâcher prise et s'accrocher. À 4 heures du matin,
L'index de la main droite de Julien Moreau tressaillit. Un petit mouvement trop léger pour être remarqué, à moins que quelqu'un ne regarde attentivement. Mais Marie tenait sa main et elle le sentit. Elle cessa de respirer, son cœur s'emballa, ses yeux fixés sur sa main, attendant, et le doigt bougea de nouveau. Puis toute la main se referma doucement autour de son doigt. Marie appuya sur le bouton d'appel avec sa main libre, l'autre refusant de lâcher. Et puis Julien ouvrit les yeux. Les yeux de Julien Moreau s'ouvrirent pour la première fois en 3 semaines. Et le monde qu'il vit n'était pas un plafond blanc ou des lumières d'hôpital cruelles, mais un chaos flou, informe, comme regarder à travers de l'air trouble. Tout se confondait en traînées insignifiantes de lumière et d'ombre. Il ne savait pas où il était, ne savait pas qui il était, ne savait pas combien de temps s'était écoulé, et son corps était lourd comme du plomb. Chaque mouvement de doigt exigeait un effort qu'il n'était pas sûr de posséder. Mais il sentait 2 choses plus clairement que toute image devant ses yeux. La chaleur sur sa poitrine et la voix à côté de lui. Sa vision se concentra lentement, et la première chose que Julien vit clairement fut une fine couronne de cheveux châtains juste sous son menton, une petite tête reposant sur sa poitrine, une petite main pas plus grande que la moitié de sa paume agrippant le bord de sa blouse d'hôpital. Un enfant, l'enfant des histoires que la voix lui avait racontées chaque nuit. Julien ne connaissait pas son nom, ne savait pas à quoi elle ressemblait jusqu'à ce moment. Mais il savait que c'était l'enfant qui aimait la lune, l'enfant qui dormait en serrant d'un lapin en peluche borgne, l'enfant que cette voix aimait plus que tout au monde, et d'une manière ou d'une autre, cet enfant était longé sur sa poitrine, et sa légère respiration était le fil qui l'avait tiré du néant. Julien déplaça ses yeux sur le côté et la vit, la femme assise sur la chaise en plastique blanc à côté du lit. Des cheveux auburn fins attachés à la hâte, des yeux verts gonflés et rouges, des larmes coulant sur ses joues. Elle ne prenait pas la peine de les essuyer, le fixant simplement avec incrédulité, la propriétaire de la voix. Julien tenta de parler, mais sa gorge était sèche et rigide après 3 semaines d'inutilisation, et ses lèvres ne bougèrent que sans son. Marie frappa de nouveau le bouton d'appel infirmier, 7 fois encore et encore. En moins d'1 minute, la pièce silencieuse se transforma en tempête. L'infirmière de garde se précipita, vit les yeux ouverts de Julien, figea une seconde d'incrédulité, puis se retourna et courut dans le couloir, appelant le médecin traitant à grands cris. Une autre infirmière se précipita, puis 2, puis 3. Les lumières s'allumèrent vivement. Quelqu'un roula un chariot d'équipement. Quelqu'un vérifia les moniteurs. Quelqu'un appela le docteur Cécile Bernard chez elle à 4 heures du matin, d'une voix tremblante en disant « Docteur, le patient de la chambre 1847 est réveillé. Oui, vraiment réveillé, les yeux ouverts et réactifs. » Dans le chaos, une infirmière, Adèle, je crois, ou Amélie, je me souviens plus bien, remarqua Sophie allongée sur la poitrine de Julien et s'avança pour soulever l'enfant. C'était une violation grave, un enfant non identifié sur le lit d'un patient en soins intensifs. Les règles étaient claires. Mais au moment où sa main se glissa sous Sophie, la main de Julien se leva, lentement, tremblante, si faible qu'elle avait à peine de la force, mais délibérée et claire. Sa main se posa sur le dos de Sophie, la protégeant, la maintenant là. Et ses yeux gris troubles fixèrent l'infirmière avec un regard qui, même depuis un lit d'hôpital après 3 semaines de coma, la fit s'arrêter et reculer. C'était le premier mouvement conscient de Julien Moreau en 3 semaines. Et il l'utilisa non pas pour toucher son propre visage, non pas pour atteindre le bouton d'appel, non pas pour faire quoi que ce soit pour lui-même, mais pour garder un enfant qu'il n'avait jamais rencontré en sécurité sur sa poitrine. Sophie ne se réveilla pas. Elle dormit à travers le chaos, à travers les pas pressés, et les voix urgentes et les lumières aveuglantes, toujours recroquevillée sur la poitrine de Julien, sa main agrippant sa blouse. Et sa main,
4 fois plus grande que la sienne, reposait sur son dos comme une promesse qu'il n'était pas encore assez éveillé pour comprendre et qu'il était en train de faire. Les 2 gardes à l'extérieur entendirent le remue-ménage et firent éruption, armes au poing. Ils virent les yeux de leur patron ouverts, et le plus âgé recula immédiatement dans le couloir et sortit son téléphone pour appeler Pierre Laurent. Et aujourd'hui, je ne sais pas, honnêtement, ça fait un moment, des mois, peut-être plus. On est ensemble, Julien, Sophie et moi. Ça, c'est d'abord, c'est la version courte. La version longue est un bordel sans nom. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, ce miracle absurde, cette rencontre improbable. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur monumentale, que je me suis lancé dans quelque chose de bien trop grand pour moi. C'est comme si ma vie s'était déplacée sur un autre axe, parallèle à l'ancienne, mais si différent. Les dettes sont encore là, Fabrice n'a pas vraiment disparu. Les fantômes du passé, ils ne se dissipent jamais vraiment, n'est-ce pas? La peur aussi, elle est toujours là, nichée quelque part, une compagne fidèle. Julienne et moi, on se complète d'une manière que je ne saurais expliquer. Il y a une force en lui, une ténacité qui rencontre ma propre résistance. Et Sophie, elle, est le soleil qui nous lie. Ce n'est pas une histoire parfaite, je n'y crois plus. Rien n'est parfait. Mais c'est la nôtre. Et on fait avec, jour après jour. La tempête, oui, une vraie, dans cette chambre d'hôpital d'habitude si silencieuse. J'ai appuyé sur le bouton 1, 2, 1000 fois. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient à ne plus savoir quoi faire, et ces infirmières. Elles sont arrivées en courant, le médecin traitant hurlant dans le couloir. Les lumières se sont allumées avec une violence qui m'a fait mal aux yeux. Et moi, la petite femme de ménage, j'étais là, au milieu, avec Sophie endormie sur le torse d'un homme que j'avais cru sur le point de mourir. On m'a juste demandé de sortir, poliment mais fermement. Madame Dubois, s'il vous plaît, la pièce doit être préparée. Préparée pour quoi? Pour la vie? Pour une mort reportée? Je ne sais plus. J'ai ramassé mon chariot, ma serpillière, et j'ai reculé, le monde tournant un peu trop vite autour de moi. Les gardes, ceux qui étaient postés devant la porte de Julien, qui semblait maintenant étrangement vide, m'ont à peine jeté un regard. Pour eux, j'étais redevenu invisible, comme d'habitude, comme toujours. Sauf que cette fois, je savais que j'avais vu quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. J'ai revu son doigt, ce mouvement infime et ses yeux gris qui s'étaient ouverts, qui avaient défié la mort et protégé ma fille. Mon cœur se serrait à cette pensée. Ça, c'était le vrai miracle. En sortant de la chambre, j'ai aperçu Pierre, celui qui était resté là, comme un roc ces dernières semaines. Il était en train de foncer dans le couloir, le visage fermé, l'air grave, son téléphone à la main. Il est entré dans la chambre sans un mot pour moi, sans même me voir. Il n'y avait Dieu que pour Julien. Ça, je l'ai compris tout de suite. Le lien entre eux était de l'ordre de l'ancien, quelque chose de solide comme la pierre, qui existait bien avant que j'arrive avec ma serpillière. J'ai entendu des cris de joie et de soulagement étouffés, des phrases de médecins entrecoupées d'ordre. Il est réveillé, vraiment réveillé. Le service, d'habitude si clinique, si aseptisé, était soudain vibrant de quelque chose de vivant. Et moi, je n'avais plus qu'à nettoyer les autres chambres, comme si rien ne s'était passé. La vie de femme de ménage, elle ne s'arrête jamais pour les miracles. Quelques jours plus tard, je ne sais plus si c'était 3 jours après, ou plutôt 4, le temps était devenu une espèce de bouillie indistincte, où chaque minute passée avec Sophie était précieuse et le reste, une corvée. J'ai entendu des bribes de conversation. La Dre Cécile Bernard, elle-même, parlait du patient de la 1847. Une récupération extraordinaire, inexplicable. Son cerveau, ses fonctions cognitives, tout était revenu presque complètement. Presque comme si les 3 semaines de coma n'avaient été qu'un mauvais rêve.
Elle disait qu'elle n'avait jamais vu ça dans aucun livre de médecine. Mon cœur a fait un bond quand j'ai entendu ça. Alors ma grand-mère avait raison. L'âme, elle peut l'entendre. L'âme peut s'accrocher à un fil invisible. Et si c'était ma Sophie avec son petit poids, sa petite main, son souffle contre la poitrine de Julien, qui avait tiré ce fil assez fort pour le ramener? L'idée était folle et pourtant, elle faisait son chemin dans ma tête comme une lumière timide. Pendant que je passais la serpillière dans les couloirs du service VIP, la rumeur courait. Pas seulement à l'hôpital, j'en étais sûr, mais dehors, dans le monde. J'entendais les gardes parler à voix basse, les infirmières échanger des regards lourds de sens. Quelque chose avait changé. Il y avait une tension palpable, une sorte d'excitation sombre. Le patron était de retour. Le loup avait rouvert les yeux. On ne disait pas son nom, mais on savait tous qui était le patient de la division 47. Un homme puissant, dangereux. Les gens dans le milieu, disait-on, étaient soit soulagés, soit terrifiés. Je n'avais aucune idée de quel milieu on parlait, mais je sentais que ma petite vie précaire avait croisé quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus sombre que ce que je pouvais imaginer. Puis, on m'a dit que le patient de la division 47 voulait me voir. Pas les médecins, pas les infirmières. Lui, un homme en costume m'a emmené à sa chambre, la même. Je ne savais pas quoi faire de mes mains, de mes pieds. Ma tête me disait de refuser, de courir, de rester loin de tout ça. Mais mon corps, lui, avançait. Je suis resté sur le seuil et pour la première fois, je l'ai vu debout. Enfin, pas vraiment debout, mais appuyé sur des oreillers. Il était mince, oui, ses joues plus creuses. Mais ses yeux gris n'étaient plus les yeux brouillés d'un homme dans le coma. Ils étaient vifs, perçants, comme s'ils lisaient au fond de mon âme. Ils m'ont glacé jusqu'aux os. Ce n'étaient pas les yeux d'un homme faible, non. C'étaient ceux d'un homme qui avait vu l'enfer et qui en était revenu. La porte s'est refermée derrière moi et le silence est tombé. Lourd, c'était la première fois qu'on était seul, sans Sophie, sans le chaos médical. Il m'a regardé et ce regard a duré une éternité. Puis, il a parlé, sa voix encore un peu rauque, mais chaque mot clair, presque une commande. Vous me parliez toutes les nuits. Pourquoi? Je l'ai regardé, ma gorge serrée et les mots sont sortis plus doucement que je ne le voulais. Personne d'autre ne le faisait. Chaque nuit, je venais nettoyer et vous étiez là, seul. Personne ne vous parlait. Personne ne vous tenait la main. Ma grand-mère m'a appris que l'âme peut entendre ce que le corps ne peut pas. Alors, je vous parlais parce que je pensais que vous aviez besoin d'entendre une voix qui ne vous demandait rien. Il n'a pas réagi tout de suite. Ses yeux étaient toujours fixés sur moi. Je ne savais pas ce qu'il pensait, je n'ai jamais su. Puis, il a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Je vous ai entendu. Tout. J'ai entendu votre fille apprendre le mot Luna, le lapin en peluche-borgne. La pire nuit, le bus dans le froid, la prière que vous avez murmurée sur mon front. J'ai tout entendu. Votre voix, c'était la seule chose qui m'empêchait de sombrer. Les larmes ont commencé à couler. Rapides, lourdes, sans que je puisse les arrêter. Je ne pleurais pas de tristesse, ni de peur, non. Mais parce que, pour la première fois de ma vie, quelqu'un me disait que ma voix avait de la valeur. Que cette petite bonté que j'offrais chaque nuit, quand personne ne me voyait, avait vraiment touché quelqu'un. Que je n'étais pas invisible. C'était une sensation étrange, un mélange de soulagement et d'une gêne profonde. Il m'a regardé pleurer, sans un mot, sans un geste de réconfort. Juste ce regard. Et pour un homme qui, j'allais l'apprendre, avait passé sa vie à fuir toute émotion, le fait de simplement continuer à me regarder, c'était énorme. Je ne savais pas pourquoi, mais je le sentais. Dehors, dans le couloir, Pierre était là, appuyé contre le mur, sa main droite posée sur son arme, comme toujours. Il observait la scène à travers la petite fenêtre de la porte. Il a vu son patron, l'homme qu'il suivait depuis toujours, regarder une femme de ménage pleurer.
Et il a vu ses yeux. Pas des yeux froids, pas des yeux de calcul, pas de pitié. Des yeux doux. Pierre Laurent n'avait jamais vu ça en 20 ans. Et je crois que c'est là qu'il a commencé à comprendre que quelque chose de bien plus grand que le simple réveil de son patron s'était produit. Après ce jour-là, Julien Moreau est resté là, dans son lit, silencieux, pensif, mais il a demandé à Pierre de lui apporter tout sur moi. Pas un résumé, tout. Pierre n'a pas posé de questions. Il a juste hoché la tête. Quelques jours plus tard, il est revenu avec une pile de papier 3 fois plus épaisse. J'ai appris plus tard ce qu'il y avait dedans. C'était ma vie, mise sur papier, avec tous les détails sordides, toutes les humiliations. Fabrice, ce lâche, ce monstre. La chute dans les escaliers, mon poignet brisé, Sophie prématurée, les dettes médicales, les appels de l'agence de recouvrement, le loyer en retard. Chaque ligne racontait une souffrance que je croyais enfouie. Quand Julien a lu tout ça, je ne sais pas ce qu'il a ressenti. Je n'étais pas là pour voir ses yeux devenir brûlants de colère. Une colère que Pierre n'avait vue qu'une seule fois auparavant, quand Julien était adolescent, devant le corps de son père. Je ne sais pas comment il a donné les ordres, mais je me doute que c'était sans appel. Quelques jours après cette rencontre un peu bizarre avec Julien, j'ai ouvert ma boîte aux lettres. J'avais l'habitude de ces enveloppes. Elles annonçaient toujours une mauvaise nouvelle, une relance, une menace. Mes mains ne tremblaient même plus en les ouvrant. Mais cette fois-ci, il y avait une lettre de l'agence de recouvrement. Elle disait que le solde de 12 400 € avait été entièrement payé par un programme d'assistance médicale communautaire et que mon compte était clos. 12 400 € envolés. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. J'ai retourné la lettre, cherchant une explication, un piège. Mais il n'y avait rien. Je n'avais jamais fait de demande pour quoi que ce soit. Mais quand on est pauvre, quand on est désespéré, on accepte les miracles sans poser de questions. On prend ce qu'on nous donne et on prie pour que ce ne soit pas un nouveau coup du sort. C'était un peu comme cette brique de lait que Marguerite me glissait parfois, une gentillesse silencieuse et incompréhensible. Puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un autre message. Il était d'une violence que je n'aurais jamais cru possible de la part d'un simple message. Un avocat m'a contacté, Fabrice avait retiré sa demande de garde et il avait tout effacé, tout moyen de contact. Il avait disparu. Encore. Comme mon père, comme une mauvaise habitude. Je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai respiré, j'ai serré Sophie un peu plus fort cette nuit-là. Une partie du mur s'était effondrée, sans que je bouge le petit doigt, et ça, c'était encore plus étrange que le reste. Mais la tranquillité ne dure jamais, n'est-ce pas? La vie est une série de tempêtes, et il faut juste apprendre à nager. Une semaine après que Julien soit sorti du coma, j'ai été convoqué au bureau de l'administration de l'hôpital. 2 responsables, des visages sévères, un dossier épais devant eux. Ils m'ont dit que des caméras de sécurité m'avaient enregistré en train d'emmener un enfant dans une chambre de soins intensifs, que c'était une violation grave des règles et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de mettre fin à mon contrat. J'étais là, assise, écoutant, sans supplier, sans pleurer. J'étais juste trop fatigué pour ça. J'allais acquiescer, me lever, partir quand le téléphone a sonné sur le bureau. L'un des responsables a décroché, a écouté pendant 30 secondes, son visage devenant blanc comme un drap. Puis il a raccroché et il a regardé son collègue avec l'expression de quelqu'un qui venait de comprendre qu'il était au milieu d'un champ de mine. L'appel venait du service juridique de l'hôpital. Le message était simple. La famille Valente, je me souviens d'avoir entendu ce nom et d'avoir froncé les sourcils, mais je n'ai pas fait le lien tout de suite, avait fait don de plus de 2 millions d'euros à l'hôpital ces dernières années. Et leur représentant légal venait d'appeler pour dire que si une employée nommée Marie Dubois était affectée de quelque manière que ce soit par rapport à son emploi, cette famille reconsidérerait tous ses engagements de financement futurs. Les 2 directeurs m'ont regardé,
puis l'un d'eux, le plus âgé, a parlé d'un ton complètement différent, doux comme du velours. Peut-être avons-nous été un peu hâtifs. Nous allons réexaminer votre cas. Vous pouvez retourner travailler comme d'habitude. Je suis sorti de là sans comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi la tempête s'était arrêtée aussi subitement? Pourquoi le sol ne s'était pas dérobé sous mes pieds? Je ne savais pas qu'une main se déplaçait dans l'ombre, discrètement, méthodiquement, pour écarter toutes les menaces de ma vie. La main de l'homme à qui j'avais parlé chaque nuit quand il ne pouvait pas me répondre et qui maintenant me répondait à sa manière. Julien est sorti de l'hôpital un mardi matin. Je l'ai vu de loin, de ma fenêtre dans la salle de repos des agents d'entretien. Il est monté dans un énorme SUV noir, avec Pierre qui lui ouvrait la porte et 2 autres voitures qui l'escortent. On aurait dit une scène de film. Le loup était de retour, comme on disait dans les couloirs. Il n'était plus le patient fragile, c'était le roi. Mais moi, j'étais toujours Marie Dubois, femme de ménage, et ma vie, en apparence, n'avait pas changé. Pourtant, j'étais sûr que c'était faux. 2 semaines après, alors que je finissais mon service de l'après-midi, Julien était là, dans le couloir du sous-sol, là où nous prenions notre pause. Ses yeux gris m'ont trouvé et il est venu vers moi, Pierre juste derrière. Il m'a dit qu'il voulait me parler. J'ai eu peur, comme la première fois, ce frisson froid qui remonte le long de la colonne. Nous nous sommes retrouvés dans la cafétéria de l'hôpital, à la même table. Il buvait un café noir. J'ai rien commandé. Je voulais pas qu'il paye pour moi, pas même un verre d'eau. Il est allé droit au but, sans détour. Il a dit qu'il montait une organisation caritative. Une vraie, a-t-il précisé, pas une façade. Pour les mères célibataires, pour le soutien à la garde d'enfants des travailleurs de nuit à l'hôpital. Il voulait que j'en sois la directrice exécutive. 3 fois mon salaire, une assurance maladie complète pour Sophie et moi, un appartement 2 pièces dans un quartier sûr, près de bonnes écoles. Pas un cadeau, a-t-il dit, mais des avantages liés au poste. J'ai écouté. Longtemps, j'ai regardé la table. J'ai senti le poids de ses mots, de son offre. Ça aurait tout changé. Tout. Mais je l'ai regardé, ses yeux gris que je savais capables d'être de glace, mais qui s'étaient adoucis devant moi. Et j'ai dit non. J'ai refusé. J'ai dit merci, mais non. Je n'acceptais pas la charité. J'avais passé 27 ans à vivre de mon travail et je continuerais. Je ne voulais rien devoir à personne. Et si jamais il voulait vraiment aider, qu'il aide ceux qui en avaient plus besoin que moi, parce que moi, du moins, j'étais encore debout. Je crois que ça l'a surpris. Pierre, à la table d'à côté, ait failli laisser tomber sa tasse. On ne refusait pas à Julien Moreau. Jamais. Mais il n'a pas été en colère. Il a juste hoché la tête, a dit qu'il comprenait, et avant de partir, il a ajouté que l'offre resterait valable si jamais je changeais d'avis. Et il est parti. Dans la voiture, j'ai imaginé Pierre le regardant dans le rétroviseur. Je ne sais pas, mais il devait se dire que son patron avait changé. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait rejeté sans vouloir être détruit. C'était inattendu. La vérité, la vraie vérité, m'a rattrapé une nuit de jeudi, quelques semaines après, dans la salle de repos du personnel. J'étais là, à manger un demi-sandwich, quand la télé, qui était toujours allumée sur les infos locales que personne ne regardait, a attiré mon attention. J'ai entendu un nom familier. À l'écran, une flash info. La journaliste était devant un bâtiment fédéral et en bas, un bandeau déroulait. Julien Moreau, le notoire chef de la mafia parisienne, est miraculeusement survécu après 3 semaines de coma. Son image est apparue. Pas celle du patient affaibli, mais une photo plus ancienne. Julien en costume noir, sortant d'un tribunal, les yeux gris fixant la caméra, le visage sans expression. Pierre tenait un parapluie derrière lui. La journaliste parlait de l'empire criminel des Moreau, d'extorsion et de blanchiment d'argent, de tentative d'assassinat. Le demi-sandwich est tombé de ma main. Je ne l'ai pas ramassé. J'étais figé devant l'écran,
sans cligner des yeux. Chaque mot était un coup de poing dans ma poitrine. Cet homme, celui à qui j'avais parlé chaque nuit, celui pour qui j'avais pleuré, celui sur le torse de qui ma fille avait dormi, n'était pas un patient anonyme malchanceux. C'était l'un des hommes les plus dangereux de Paris. Le choc m'a envahi en premier. Une vague glaciale de la tête aux pieds, puis la peur. Peur pour moi, peur pour Sophie. J'avais porté ma fille dans la chambre d'un chef de la mafia, l'avais laissée dormir sur sa poitrine, entourée de gardes armés, en pensant naïvement que c'était parce qu'il était riche, pas parce qu'il était dangereux. Et puis la colère, brûlante, acérée. J'étais en colère parce que je me sentais trompé, je me sentais utilisé. J'avais ouvert mon cœur, versé mes secrets à quelqu'un que je ne connaissais pas. Et il avait bu son café en face de moi, sans dire un mot. Je n'ai pas attendu le prochain rendez-vous de suivi. J'ai demandé à Marguerite pour son ancienne chambre. J'ai appris qu'il était déjà sorti. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai utilisé le numéro qu'il m'avait laissé, le numéro de son téléphone. J'ai appelé. Pierre a décroché à la première sonnerie. Et j'ai dit, d'une voix tremblante de colère, pas de peur, que je devais voir Julien Moreau. Tout de suite, 2 heures plus tard, nous étions assis à la même table dans la cafétéria de l'hôpital. La même table. Mais cette fois, je n'étais pas poli et je n'étais pas douce. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit que j'avais vu les informations, que je savais qui il était, que j'avais été stupide de raconter à un chef de la mafia ma vie, où je vivais, mes peurs, que je ne voulais aucun lien avec son monde, pas le moindre, que Sophie était tout ce que j'avais au monde et que je ne la laisserais mettre en danger pour personne. Et je lui ai dit de m'oublier, d'oublier Sophie, d'oublier la voix de ces nuits-là, parce que Marie Dubois n'avait rien à faire dans le monde de Julien Moreau. Il a écouté, sans m'interrompre, sans froncer les sourcils, sans devenir froid. Et quand j'ai eu fini, un lourd silence est tombé dans la cafétéria. Puis, il a parlé. Ce n'était pas la voix d'un patron qui donne des ordres. C'était une voix que je n'avais jamais entendue. Une voix brisée. La voix d'un homme qui disait quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne et qu'il ne dirait probablement jamais plus. Il a dit que j'étais la seule personne à lui avoir parlé quand il était là, étendu, inerte. Pas à cause de qui il était, parce que je ne le savais pas, mais à cause de qui j'étais. Parce que je croyais que l'âme pouvait entendre ce que le corps ne pouvait pas. Parce que je racontais des histoires de lune à un étranger mourant. Parce que là où le reste du monde ne voyait que le pouvoir ou la menace, j'avais vu un homme seul qui n'avait jamais vraiment vécu. Il a dit qu'en 36 ans, personne ne l'avait jamais regardé de cette façon. Pas une seule personne. Il a dit que j'étais la seule, et il me demandait de ne pas lui retirer ça. Julien n'a rien dit de plus. Il a posé l'argent pour les cafés sur la table, même si aucun de nous n'avait bu quoi que ce soit. Puis, il s'est levé et est parti, Pierre à sa suite. Je suis resté seul dans la cafétéria, fixant la chaise vide en face de moi. Je suis parti 10 minutes plus tard et j'ai continué à nettoyer les chambres comme tous les jours. Et je n'ai pas appelé Julien cette nuit-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Mais ces mots ne me quittaient pas. Ils me suivaient dans le bus, dans le studio, dans le lit, où je m'allongeais à côté de Sophie, dormant avec le lapin-borgne dans ses bras. Tu es la seule. J'ai fermé les yeux et j'ai revu ses yeux gris. Pas les yeux froids de la télévision, mais les yeux brisés de la cafétéria, les yeux de l'orphelin de 14 ans encore caché derrière le chef de gang de 36 ans. J'ai compris que j'étais en colère contre lui pour la vérité, mais que je ne pouvais pas le haïr pour sa douleur. Parce que Marie Dubois savait à quoi ressemblait la solitude, et cela ne changeait pas que l'on vive dans un studio du 19e ou un penthouse de l'Upper East Side. Georges Leclerc n'était pas devenu le chef du Sud en négligeant les détails. Dès le réveil de Julien, il avait des hommes sur toutes les traces de son rival, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'un rapport inhabituel fasse surface.
Julien Moreau, un homme qui ne revoyait jamais la même femme 2 fois, avait rencontré une femme de ménage d'hôpital à 2 reprises en 2 semaines. Et les 2 fois, le patron était allé sans son escorte complète, juste Pierre à ses côtés, comme s'il ne voulait pas l'effrayer. Leclerc a creusé. En quelques jours, il avait un nom, une adresse, un emploi du temps et des photos granuleuses de Marie poussant la poussette de Sophie le long du grand concours. Et il a souri. Parce qu'en 30 ans dans ce monde, il avait appris que peu importe la puissance d'un homme, il avait toujours une faiblesse. Et la faiblesse de Julien Moreau n'était ni un empire, ni un territoire, ni l'argent. C'était une femme de ménage mince et sa petite fille. J'ai senti que quelque chose n'allait pas la 3e nuit. La berline noire garée de l'autre côté de la rue, phare toujours allumé, est apparue à 22 heures quand je suis rentré de mon service et était toujours là à 4 heures du matin quand je me suis réveillé pour nourrir Sophie. La première nuit, je me suis dit que c'était un voisin. La deuxième, l'inquiétude a commencé à monter. La 3e nuit, j'étais derrière le rideau et j'ai vu la lueur rouge d'une cigarette à l'intérieur de la voiture. Et j'ai su que quelqu'un était là à regarder ma fenêtre. J'ai fermé le rideau, verrouillé la porte 2 fois, glissé le verrou de sécurité, puis me suis assis sur le lit, tenant Sophie dans mes bras, et je n'ai pas dormi avant l'aube. Je voulais croire que j'étais paranoïaque, que c'était Paris, et que des voitures restaient garées la nuit, tout le temps. Mais mes tripes savaient que ce n'était pas normal. Les mêmes tripes qui m'avaient averti pour Fabrice avant que mon esprit ne comprenne. Et je n'avais pas écouté alors. Alors cette fois, j'ai écouté. Puis vint la 7e nuit. Je suis rentré juste avant minuit après mon service, portant Sophie endormie. J'ai ouvert la porte de l'appartement, allumé la lumière, et j'ai su immédiatement que quelqu'un était entré. Pas parce que quelque chose avait été dérangé ou une serrure cassée. Tout semblait normal, mais il y avait une légère odeur d'un parfum d'homme inconnu dans une pièce qui sentait d'habitude le lait de bébé et le produit nettoyant. Et je savais que ce n'était pas le mien, pas celui de Madame Dubois, pas celui de quelqu'un qui avait sa place dans cet appartement. Puis je l'ai vu. Sur l'oreiller de Sophie, là où ma fille dormait chaque nuit à côté du lapin en peluche borgne, il y avait une rose rouge placée parfaitement au centre, fraîche, la tige coupée proprement, comme si elle venait d'un fleuriste cher. Il n'y avait pas de carte, pas de mots, pas besoin, parce que le message était plus clair que n'importe quelle menace. Nous savons où votre fille dort. Nous pouvons entrer chez vous quand nous voulons, et la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas une fleur. J'ai regardé la rose. Mon corps a réagi avant mon esprit. Mes genoux ont fléchi, mes bras ont serré Sophie si fort que l'enfant s'est réveillé et a commencé à pleurer. Et j'ai couru dans la salle de bain, la seule pièce avec une serrure, j'ai fermé la porte à clé, me suis effondré sur le carrelage froid, mon dos contre la baignoire, et j'ai tenu Sophie pendant que nous pleurions toutes les deux. Je suis resté là pendant 1 heure, tremblant sans contrôle jusqu'à ce que Sophie s'endorme enfin, épuisée contre ma poitrine. Et dans l'obscurité, j'ai réfléchi à toutes mes options. Appeler la police et dire quoi? Que quelqu'un a laissé une fleur sur l'oreiller de mon enfant. Il se moquerait de moi. Déménager, mais où et avec quel argent? Fuir, mais fuir où? Quand je n'avais pas de famille, pas d'amis, personne au monde, sauf l'enfant qui dormait contre moi. Alors j'ai pensé à Julien, à ce qu'il avait dit à la cafétéria, à ses yeux brisés, et je me suis détesté pour ce que j'étais sur le point de faire. Mais je l'ai fait parce que j'étais une mère, et les mères font ce qu'elles doivent. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai appelé le seul numéro que j'avais. Pierre a répondu à la première sonnerie, comme toujours, et j'ai dit, d'une voix que j'ai essayé de stabiliser et que j'ai échoué, « Quelqu'un est entré dans mon appartement. Quelqu'un a laissé une fleur sur l'oreiller de ma fille. J'ai besoin d'aide. » Pierre n'a pas posé une seule question. Il a juste dit « Verrouillez la porte, n'ouvrez à personne, 15 minutes. »
Exactement 15 minutes plus tard, on a frappé à la porte. La voix de Pierre a dit « C'est moi ». J'ai ouvert. Pierre était là avec deux autres hommes. L'un a immédiatement fouillé l'appartement pendant que l'autre montait la garde dans le couloir. Pierre a regardé la rose sur l'oreiller, a regardé mon visage, puis il a dit « Partez maintenant, prenez ce dont l'enfant a besoin, ne prenez rien d'autre. » 20 minutes plus tard, j'étais assise à l'arrière d'un SUV noir, tenant Sophie enveloppée dans une couverture, regardant la ville défiler dans la nuit. Je ne savais pas où nous allions jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant un grand immeuble de l'Upper East Side. Pierre m'a conduite jusqu'à un ascenseur privé, directement au dernier étage. Les portes se sont ouvertes sur le penthouse et Julien était là. Pas en costume, pas sa persona de jour. Juste une chemise blanche, les manches retroussées, un pantalon foncé. Les cheveux en bataille, les yeux montrant qu'il n'avait pas dormi non plus, même s'il était près de 2 heures du matin. Il m'a regardé, moi, sortant de l'ascenseur avec Sophie dans les bras. Mon visage était vidé de ses couleurs, mes yeux rouges et gonflés, mes mains tremblaient encore. Et l'enfant était recroquevillé contre ma poitrine, serrant le lapin-borgne dans un sommeil agité. Et quelque chose sur le visage de Julien s'est brisé. Pas adouci comme dans la chambre d'hôpital, pas fracturé comme à la cafétéria, mais brisé complètement, comme un mur qu'il avait construit pendant 22 ans, depuis la mort de son père, s'effondrant en un instant à la vue d'une femme tremblante avec son enfant parce que son monde l'avait touché. Julien a fait un pas en avant. Il ne m'a pas touché, il savait que je n'étais pas prête. Mais il s'est tenu assez près pour que je sache qu'il était là. Et il a dit à Pierre d'une voix qui n'était pas forte, mais qui portait le poids de la pierre dans chaque mot. « Trouvez-le clair, mettez fin à tout ça. » Pierre a hoché la tête une fois et est rentré dans l'ascenseur. Et dans les semaines qui ont suivi, le réseau de Georges Leclerc a été démantelé pièce par pièce. Personne n'a jamais su les détails. Personne n'a posé de questions. Et quand son nom a cessé d'apparaître dans les conversations, dans les bars ou les boîtes de nuit de Paris, tout le monde a compris que Julien Moreau avait prouvé, une fois de plus, pourquoi il était le patron, et que quiconque touchait à ce qu'il protégeait le paierait, pas avec du territoire ou de l'argent, mais avec tout. Une semaine après que Leclerc a disparu de la carte du monde souterrain, Jean-Luc est venu au penthouse de Julien un dimanche après-midi. Non pas pour discuter de stratégie ou signer des papiers, mais parce que Julien avait appelé et dit que son frère devrait venir dîner. Juste ça. Et Jean-Luc est venu parce que c'était la première fois en plus de 10 ans que Julien l'invitait sans un ordre du jour. Ils étaient assis dans le grand salon donnant sur Central Park, ou plutôt sur le champ de Mars, parce que ce penthouse était juste devant la tour Eiffel, avec 2 verres de whisky sur la table. Et pour la première fois depuis très longtemps, les 2 frères ont parlé comme des frères, au lieu de piliers jumeaux d'un empire qui tente de ne pas s'effondrer. Jean-Luc a dit que la nuit, avant la fin des 72 heures, après avoir signé les papiers pour retirer le respirateur et fini la réunion, il était rentré chez lui, s'était garé dans le garage, avait coupé le moteur et était resté assis dans l'obscurité pendant 3 heures. Il a dit qu'il avait pleuré. Pleuré pour la première fois depuis l'enterrement de leur père, 22 ans plus tôt. Pleuré non pas parce qu'il craignait de perdre l'Empire, mais parce qu'il réalisait qu'il était sur le point de laisser mourir son frère sans qu'il ne se soit jamais dit une seule chose vraiment importante, au-delà des chiffres et de la stratégie. Julien a écouté, et il n'a pas su comment répondre. La famille Moreau n'avait pas appris à ses fils à répondre à l'honnêteté, mais il a posé une main sur l'épaule de Jean-Luc et l'a tenue, et Jean-Luc a posé sa main sur celle de son frère. Et puis les 2 hommes qui avaient été si durs toute leur vie se sont serrés dans les bras pour la première fois depuis qu'ils se tenaient côte à côte devant le cercueil de leur père. Une étreinte brève et maladroite, à la manière des hommes qui n'avaient pas l'habitude de tenir qui que ce soit,
mais réel, plus réel que n'importe quelle poignée de main ou hochement de tête qu'ils avaient partagé en 20 ans. Jean-Luc est parti à 21 heures. Et quand les portes de l'ascenseur se sont refermées, le penthouse est redevenu le foyer de 3 personnes. Julien, moi et Sophie. Sophie et moi étions là depuis plus d'une semaine, depuis la nuit de la rose sur l'oreiller. Julien nous avait donné une suite privée avec une porte qui se verrouillait pour que je me sente en sécurité. Et il gardait une distance respectueuse, n'entrant jamais quand la porte était fermée, ne me touchant jamais, moi ou Sophie, à moins d'y être invité. Mais Sophie ne comprenait pas la distance. Elle avait presque 2 ans, et le penthouse était le royaume le plus magique que ses petits pieds aient jamais exploré. Elle courait partout, touchant tout avec la curiosité intrépide d'un enfant qui ne savait pas encore que le monde pouvait lui faire du mal. Et ce soir-là, pendant que je faisais la vaisselle dans la cuisine, je voulais participer à quelque chose, faire quelque chose de familier. Sophie a trouvé Julien. Il était assis seul sur la terrasse, surplombant la ville, son 2e verre de whisky à la main. Les lumières de Paris se reflétaient dans ses yeux gris. Il pensait à sa conversation avec Jean-Luc, aux années perdues, aux mots jamais prononcés, quand il a entendu de petits pas sur le sol de pierre. Sophie se tenait sur le seuil, le regardant avec de grands yeux, le lapin en peluche borgne sous le bras. Et elle n'était ni timide ni effrayée. Elle a simplement marché droit vers Julien et est montée sur ses genoux, avec l'aisance naturelle d'un enfant qui croit que chaque paire de bras est un endroit sûr. Julien s'est figé. Il a posé le whisky un peu trop vite et ne savait pas quoi faire de ses bras, ses mains qui avaient tenu des armes, porté des coups, signé des ordres de destruction, maintenant saisi par un enfant de presque 2 ans, tirant son index. Sophie a tenu sa main, l'a tirée vers le ciel, a pointé du doigt et a dit d'une petite voix claire et fière, « Luna ». La lune était suspendue au-dessus de Paris, pas pleine, juste un fin croissant. Mais Sophie la regardait comme si c'était la plus belle chose de l'univers. Puis elle s'est tournée vers Julien, attendant sa confirmation, attendant qu'il dise « Oui, c'est la lune », parce que c'est ainsi qu'elle partageait sa joie avec les adultes de sa vie. Julien a baissé les yeux sur ce petit visage levé vers lui. Et il ne savait pas quoi faire de cette douceur, ni où la placer dans une vie construite de violence et d'ombre. Mais il s'est entendu dire doucement « Luna ». Et Sophie a ri, comme riant les enfants quand un adulte les comprend. Puis elle a posé sa tête contre sa poitrine et s'est assise tranquillement à regarder la lune, tenant son doigt et ne le lâchant pas. J'étais dans l'obscurité derrière la porte vitrée, mes mains encore mouillées de l'eau de la vaisselle, et j'ai tout vu. J'ai vu le plus puissant chef de la mafia de l'Est de Paris assis, immobile, sur la terrasse de peur qu'un mouvement brusque n'effraie l'enfant sur ses genoux. J'ai vu des mains qui avaient tué bercer les petits doigts de ma fille, et j'ai vu la vraie personne derrière Julien Moreau, l'orphelin de 14 ans qui n'avait jamais été tenu et était devenu un monstre pour survivre, maintenant appris par l'enfant d'une étrangère comment toucher le monde sans le détruire. Dans les mois qui ont suivi, l'affection a grandi entre nous 3, au rythme lent de la lune changeant de forme chaque nuit. Julien préparait des pâtes pour Sophie à 2 heures du matin quand elle se réveillait affamée. Debout dans sa cuisine à 1 million d'euros, faisant bouillir des nouilles dans une casserole qu'il avait dû chercher sur Internet comment d'utiliser parce qu'il n'avait jamais rien cuisiné lui-même. Il lisait à Sophie chaque soir avant de se coucher, sa voix raide et maladroite parce qu'il n'avait pas l'habitude de lire à voix haute. Mais Sophie ne se souciait pas de savoir si la voix était bonne ou mauvaise. Elle avait juste besoin de quelqu'un. Et il lisait jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis il continuait encore quelques pages parce qu'il ne voulait pas s'arrêter. Certaines nuits, Julien et moi nous asseyions dans la cuisine à boire du café après que Sophie était couchée, nos mains se frôlant accidentellement quand nous attrapions la cafetière en même temps, nous retirant tous les deux en même temps et faisant semblant que rien ne s'était passé. Mais nous savions que si,
et aucun de nous n'était prêt à le nommer. Puis, une nuit, Sophie a dit son nom dans son sommeil. Elle était allongée dans le berceau de la chambre d'amis, serrant le lapin-borgne, les yeux fermés, et le mot Juju a glissé de ses petites lèvres dans un murmure rêveur, naturel et facile, comme si ce nom faisait partie de son vocabulaire sûr, aux côtés de Maman et Luna. Julien se tenait sur le seuil, vérifiant qu'elle allait bien avant de se coucher, une habitude dont il ne se souvenait plus quand il l'avait commencé. Et il a entendu son nom de la bouche d'un enfant endormi et est resté là longtemps sans bouger. Puis des larmes ont coulé sur son visage. Pas beaucoup, juste 2, une de chaque côté. Mais c'étaient les premières larmes que Julien Moreau versait depuis le jour de la mort de son père. Et il les laissait couler parce que personne ne le regardait. Mais moi, j'ai vu. J'étais dans le couloir derrière lui et j'ai vu les larmes sur les joues de l'homme que le monde souterrain craignait. Et je n'ai rien dit. Je ne les ai pas essuyées ni ne les touchées. J'ai simplement avancé et je me suis assise à côté de lui sur le sol, devant la chambre de Sophie, mon épaule contre la sienne. Et je suis resté là, en silence. Et Julien est resté là, en silence. Et ensemble, nous avons regardé l'enfant dormir à travers la porte entr'ouverte. Et personne n'a parlé parce qu'il n'y avait rien à dire et cela suffisait. Dans les mois qui ont suivi, Julien Moreau a fait quelque chose que personne dans le monde souterrain n'aurait jamais cru possible. Il a commencé à s'en éloigner, pas brusquement ou naïvement, parce que Julien comprenait qu'un empire construit sur le sang ne pouvait être démantelé du jour au lendemain. Mais il a commencé à réorienter chaque segment vers la légitimité, l'immobilier qui était vraiment réel au lieu de blanchir de l'argent par la propriété. Les restaurants qui faisaient des profits honnêtes au lieu de servir de façade. Des investissements dans la technologie et la santé au lieu de dans des couloirs sombres. Jean-Luc a été le premier à remarquer le changement. Et pour la première fois de sa vie, il a regardé son frère, non pas avec inquiétude, mais avec espoir. Puis il a retroussé ses manches et a fait ce qu'il faisait de mieux. Transformer une vision en chiffres. Ce qui a surpris Pierre et Jean-Luc et tout le monde autour de Julien, encore plus que la légalisation de l'Empire, c'était l'œuvre de bienfaisance. Julien l'a fondée avec son propre argent, propre, pas des fonds occultes. Il l'a nommé la Fondation Luna. Et il a défini sa mission avec la même clarté qu'il utilisait pour donner des ordres. Construire des systèmes de garde d'enfants gratuits dans les hôpitaux pour les travailleurs de nuit, afin qu'aucune mère n'ait jamais à amener un enfant malade au travail parce qu'il n'y avait personne pour s'en occuper. Fournir un soutien d'urgence aux familles monoparentales au bord du gouffre et gérer des programmes de prévention de la violence domestique pour aider les femmes comme moi à trouver une issue avant qu'il ne soit trop tard. Quand Julien m'a offert le rôle de directrice exécutive pour la 2e fois, je n'ai pas refusé. Non pas parce que mes circonstances avaient changé, ou parce que j'avais fléchi devant l'argent, mais parce que cette fois, je comprenais que ce n'était pas de la charité. C'était une mission à laquelle je croyais. Une mission écrite dans ma propre vie. Dans les nuits, à porter un enfant malade au travail parce que personne ne pouvait aider. Dans les moments acculés au mur sans issue. Et j'ai dit à Julien que j'acceptais, parce que je voulais m'assurer qu'aucune mère n'ait jamais à vivre ce que j'avais vécu. Et Julien a hoché la tête parce qu'il n'avait besoin d'aucune autre raison. 6 mois après que Julien Moreau a ouvert les yeux dans un lit d'hôpital, il se tenait dans le nouveau bureau de la Fondation Luna. C'était un entrepôt rénové à Brooklyn, enfin disons plutôt dans un quartier populaire de Paris, un ancien atelier réaménagé, choisi parce qu'il se trouvait au cœur de la communauté que la Fondation servait, plutôt que dans une tour de verre à la Défense, détaché de la réalité. Les murs de l'entrepôt étaient couverts de dessins d'enfants du quartier, des photographies de familles que la Fondation avait aidées. Et au centre du plus grand mur, il y avait une fresque que j'avais terminée avec les enfants le mois précédent. Un ciel nocturne parsemé d'étoiles avec une grande lune dorée en son centre, entouré de centaines de petites empreintes de mains colorées d'enfants qui avaient pressé leurs mains contre le mur et laissé leurs marques sur le monde.
Sophie courait dans le bureau, ses petits pieds claquant sur le béton poli, le lapin en peluche borgne sous le bras, comme toujours. Et elle a couru droit vers Julien, a attrapé sa main et l'a tiré, parce qu'elle avait quelque chose d'important à lui montrer. Julien l'a laissé le guider, sa longue enjambée ralentissant pour s'adapter à ses petits pas, et Sophie s'est arrêtée devant la fresque, a pointé une petite empreinte de main bleue juste à gauche de la lune et a dit avec la voix la plus sérieuse qu'un enfant de presque 2 ans pouvait avoir. C'est Sophie. Julien s'est agenouillé à sa hauteur, a regardé la petite empreinte de main sur le mur, puis Sophie, et a dit « C'est beau comme toi ». J'étais de l'autre côté de la pièce, les regardant, mon cœur si plein que je devais respirer profondément. En 6 mois, nous avions embauché une équipe de 12 personnes, construit des systèmes de garde d'enfants dans 5 hôpitaux, fourni un soutien d'urgence à plus de 300 familles, et nous ne faisions que commencer. Mais plus que les chiffres, nous étions devenus une famille. Pas une famille traditionnelle, pas une que quiconque aurait pu prédire, mais une vraie. Construite de pâtes cuites tard le soir, d'histoires au coucher, d'épaules se touchant en silence devant la chambre d'un enfant endormi. Julien a levé les yeux vers moi, de l'autre côté de la pièce. Et entre nous, il y avait ce fil invisible, dont ma grand-mère m'avait parlé quand j'étais petite. Ce fil que je savais maintenant être réel. Puis Julien m'a appelé. « Viens ici. Sophie dit que nous devons tous mettre nos empreintes de main sur le mur. » Nous nous sommes tenus tous les trois devant la fresque. J'ai ouvert la boîte de peinture et un par un, nous avons plongé nos mains dans la peinture et les avons pressées sur le mur, à côté de la lune dorée. La petite empreinte de main bleue de Sophie était déjà là. La mienne était plus petite que celle de Julien, mes doigts fins pressés en argent. La sienne était la plus grande, pressée en gris foncé. La même main, toujours marquée des callosités de toutes ces années à tenir des armes, maintenant maculée de peinture et du rire d'un enfant de presque 2 ans, qui applaudissait en voyant les adultes suivre son exemple. 3 empreintes de mains de tailles différentes, côte à côte, se chevauchant légèrement sur les bords, formant leur propre petite constellation sur le mur parmi des centaines d'autres. Mais ces 3-là, elles appartenaient ensemble, d'une manière qui n'avait pas besoin d'explication. Sophie a levé les yeux vers la fresque, a vu la grande lune dorée dans le ciel nocturne peint, et a pointé du doigt en disant « Luna », de la même voix qui, 6 mois plus tôt, avait atteint un homme perdu dans le coma et l'avait empêché de sombrer. Julien et moi avons répondu « Luna » ensemble. Puis nous nous sommes regardés et nous avons souri. Un sourire doux, partagé par 2 personnes qui avaient traversé trop d'obscurité pour ne pas chérir chaque fragment de lumière. Si ça ira, ça me aussi petit soit-il. Et nous sommes restés là, sous un ciel peint, rempli d'étoiles et de rêves. 3 âmes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et s'étaient tirées l'une l'autre vers la lumière, main dans la main, prêtes à passer le reste de leur vie à aider les autres à trouver leur propre constellation dans la nuit. Parce que parfois, la magie la plus miraculeuse ne vient pas de la médecine, ni de l'argent, ni du pouvoir, mais de l'acte le plus simple et le plus révolutionnaire de tous, se traiter les uns les autres avec gentillesse. Et aujourd'hui, je ne sais pas, honnêtement. Ça fait un moment, des années même. On est ensemble, Julienne, Sophie et moi. Ça, c'est la version courte. La version longue est un chemin sinueux, un mélange de rire et de silence, de certitude et de doute. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, ce miracle absurde, cette rencontre improbable. Parfois, je me demande encore si ce monde n'est pas trop grand, trop dangereux. Les fantômes du passé, ils ne se dissipent jamais vraiment, n'est-ce pas? La peur, elle est toujours là, nichée quelque part, une compagne fidèle. Julien et moi, on se complète d'une manière que je ne saurais expliquer. Il y a une force en lui, une ténacité, qui rencontre ma propre résistance. Et Sophie, elle, est le soleil qui nous lie. Ce n'est pas une histoire parfaite, je n'y crois plus. Rien n'est parfait.
Mais c'est la nôtre. Et on fait avec, jour après jour. On essaye juste de tisser de nouveaux fils de gentillesse. Est-ce que ça marche? Qui peut savoir? Mais on continue d'essayer, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on peut